existe des théories sur la manière dont notre univers a été créé. Des théories que nous aimerions voir confirmées, mais pour lesquelles il manque la preuve. La preuve de la force initiale qui pourrait être à l'origine de tout. Existe-t-elle cette formule unique qui expliquerait les interactions fondamentales? L'idée, c'est qu'on peut prendre le monde, le briser en morceaux, un caillou, le soleil, la lune, une montagne, et chaque morceau, on peut le décrire avec toutes ses propriétés. La trajectoire du ballon est déterminée par le coup de pied de la footballeuse, la gravité terrestre et la résistance de l'air. Mais quelle est la base de ces lois? Font-elles partie d'une vérité plus grande, qui peut être décrite par une formule unique, la fameuse théorie du tout? On découvre que l'énergie des rayons X n'est pas transmise de manière uniforme, mais par petits paquets, par quanta. Dans le microcosme des atomes et des particules, les plus petits éléments constitutifs de la nature, d'autres lois semblent s'appliquer. Ich mir vorstelle, ich habe hier meine Kaffeetasse. Das ist dieses Konzept das ist ein Objekt, das verhält sich wie ein Teilchen. Es ist zu jedem Zeitpunkt an einem bestimmten Ort. Und jetzt lässt aber die Natur diese Zustände zu, in denen sich diese Kaffeetasse so verhält, als ob sie an 2 Orten gleichzeitig wäre. Donc j'arrête rapidement ce bon reportage pour justement vous parler du tore, qui pour moi correspond à la double possibilité réunie. Comme je vous en ai déjà parlé, un tore, c'est en fait un carré dont on aurait collé les côtés opposés. On les aurait collés 2 à 2. Donc on parle plus de 4 que de 2. Et en les collant, donc ça fait une espèce de boudin serpent que l'on recolle ensemble dans un tore. J'en parle ici en fait par rapport justement à la carte du diable dans le tarot de Marseille qui possède les 2. On voit que les 2 sont attachés, les 2 sont collés. C'est ce qui va faire le tore. Je pense que les anciens avaient compris ça, cette dualité qui en fait n'en est pas comme les 2 faces d'une même médaille. Bon là encore plus avec le tore, chaque côté qui va faire un ensemble 1. Et leur façon de l'expliquer, ça a été de prendre l'homme et la femme en fait. Donc 2 opposés en apparence qui recouvrent la même réalité, l'humain. C'est pareil pour les extrémités opposées d'un carré, les côtés opposés qui forment un tore. Du coup, ce principe féminin en fait qui arrive en deuxième et qui par conséquent possède les 2 a été diabolisé pour le coup et incompris. Ce qui était dit en fait pour la déesse Astaré, donc phénicienne, que l'on retrouve sous différents noms, comme Isis Hathor, Cybèle, Inanna, Gaïa, Marie, Istar, Astarte, ou de son plus ancien nom, donc Astaré. On disait d'elle qu'elle avait la capacité de changer de sexe, de posséder les 2, d'aller de l'un à l'autre, ou même de le faire sur quelqu'un d'autre. Elle avait des prêtres castrats. C'est le même symbolisme que celui de passer dans les enfers et d'y revenir. Voilà, d'avoir les 2, ça permet aussi donc de faire les 2, le ciel, la terre, les 2 côtés opposés qui se retrouvent en un seul. C'est le principe de la forme dans la matière. C'est suggéré ici dans la carte par les yeux sur les genoux, le jeu de nous, le jeu, le nous. On peut noter aussi les bois comme les bois des cerfs sur la tête qui ont une forme comme on a vu de l'arbre le palmier, l'arbre de vie ancien. On en parlera plus en détail dans les vidéos sur le tarot, mais ici je voulais vous en parler par rapport au fait que les anciens avaient très bien pu utiliser le symbolisme pour parler de l'infiniment petit. Durchführen kann, bei dem wir als Ergebnis etwas sehen, bei dem sich die Tasse fast schon so wie eine Welle verhält. Und die haben halt Quanteneigenschaften. Und wenn Sie ganz genau hingucken könnten, dann könnten Sie das auch sehen. Es ist aber halt so, dass für die Gegenstände, mit denen wir uns so im täglichen Leben beschäftigen, sind diese Quanteneffekte einfach so klein, dass wir sie nicht sehen. La simultanéité de 2 événements qui a priori ne peuvent pas avoir lieu simultanément est en quelque sorte le coup de force de la physique quantique. La découverte du monde quantique a radicalement changé, pour ne pas dire compliqué, la recherche de la théorie du tout. Car il faut concilier 2 visions qui ne s'accordent pas. D'un côté, en cohérence avec la mécanique quantique, le modèle standard de la physique des particules. Ce modèle décrit les particules composant notre matière ainsi que 3 forces. La force électromagnétique, qui entraîne les dynamos et les centrales électriques, l'interaction forte, qui permet la cohésion du noyau de l'atome, et l'interaction faible, responsable de la désintégration radioactive des noyaux atomiques. Et de l'autre côté, la force gravitationnelle. Celle-ci est décrite par la théorie de la relativité générale et agit dans notre monde perceptible. La gravitation est puissante. C'est grâce à elle que les galaxies existent et que les planètes restent sur leur orbite. Graal des physiciens, la théorie du tout est censée unifier au sein d'une même loi ces 4 interactions fondamentales qui régissent notre univers. Autrement dit, décrire la force originelle d'où tout découle. D'après ce que nous savons, les 3 forces de nature quantique sont incompatibles avec la gravitation macroscopique. Wenn Sie sich ein Teilchen nehmen aus dem Standardmodell, irgendwas mit einer Masse, zum Beispiel ein Elektron, dann können Sie ja sagen, okay, ich schaue mir jetzt an, wenn dieses Teilchen in einer Superposition von 2 Orten ist,
wo ist dann das Gravitationsfeld von dem Teilchen? Zu welchem Ort geht denn das jetzt? Zu dem oder zu dem? Zu beiden gleichzeitig kann es nicht gehen, weil das kann die allgemeine Relativitätstheorie nicht. Und wir haben einfach keine Antwort auf die Frage. Das muss irgendwie funktionieren. Mais si tout a une origine commune, cette théorie doit exister. Et si elle existe, on devrait pouvoir la trouver, non? Also die moderne Geschichte der Suche nach der Weltformel, die beginnt mit Einstein in den 20er Jahren. De nombreux chercheurs éminents ont poursuivi cette théorie du tout. Werner Heisenberg, l'un des pères de la physique quantique, a cru un moment l'avoir découverte. John Wheeler, qui a popularisé le terme de trou noir, est aussi parti sur ses traces. De même que Stephen Hawking. Lui aussi a longtemps été convaincu d'avoir trouvé la clé. La physique a fait des remarquables pas dans le passé en mettant en connexion de connaissances différentes. Et donc on a ce rêve de l'équation qui tout décrit. Isaac Newton a été le premier à découvrir une force universelle, la gravitation. Donc cette curiosité pure a mené à écrire les équations de l'électricité et le magnétisme. Grâce à l'électromagnétisme, l'éclairage électrique arrive dans les villes. Soudain, on peut diffuser la voix sur des milliers de kilomètres par le biais des ondes radio. Plus tard, ce sera au tour des images avec la télévision. Steven Weinberg et ses collègues parviennent à unifier la force électromagnétique et l'interaction faible, deux forces existant dans le monde quantique. Reste à les unifier avec la troisième force quantique, l'interaction forte, puis à trouver la clé pour aboutir à la théorie du tout. Difficile de prouver cette théorie, car elle n'est valable qu'à des températures extrêmes. Il faudrait recréer un état tel qu'il existait au moment de la naissance de la Terre, avec une température atteignant plusieurs milliards de degrés, et non pas moins de 170 degrés, comme c'est le cas aujourd'hui dans l'univers. Wir gehen davon aus, dass im frühen Universum die Theorie von allem gültig war und damals alle Kräfte vereinheitlicht waren. Und dann ist das Universum explodiert und fing an, sich aus... Il a fallu un sextillionième de seconde, soit 10 puissance moins 36 secondes, pour que l'univers commence à se refroidir, que la force originelle donne naissance aux 4 forces fondamentales et que notre monde se forme. Genève abrite le plus grand accélérateur de particules au monde. Des protons y entrent en collision à une vitesse proche de celle de la lumière, produisant une sorte de Big Bang miniature. Grâce à cette expérience, les chercheurs pourraient confirmer la théorie du tout. Mais en faisant un détour par la théorie des cordes. Or, celle-ci aussi reste à démontrer. Y parvenir, ce serait prouver que la 4e force fondamentale, la gravitation, existe également dans le monde quantique. Cette théorie postule que les composants fondamentaux de la matière sont de minuscules cordes vibrantes. On trouve ces cordes si on zoome par exemple dans l'eau. Au fur et à mesure que l'on progresse, on atteint le niveau des molécules, puis des atomes et des électrons, des particules élémentaires et enfin des cordes. L'état vibratoire de la corde détermine le type de particules engendrées. Par exemple, le graviton, qui véhicule la gravitation. Problème, la théorie des cordes permet de prédire non pas 1, mais 10 puissance 500 univers possibles. Ich würde mal sagen, das tatsächliche Problem mit der Stringtheorie sind noch nicht mal diese fast unendlich vielen Universen, die man da findet, sondern dass man tatsächlich das Universum, in dem wir leben, mit den Teilchen, die wir im Standardmodell hatten, noch nicht gefunden hat. Il ne reste qu'un seul moyen pour découvrir la théorie du tout. Réussir à prouver la nature quantique de la gravitation. La gravité, c'est aussi la structure de l'espace et la structure du temps. C'est quand même un problème fondamental, parce que comme on ne comprend pas les propriétés quantiques de l'espace et du temps, il y a des choses dans l'univers qu'on n'arrive pas à décrire. L'origine de l'univers, ce qui se passe au Big Bang, qu'est-ce qui se passe dans les trous noirs, plein de choses qu'on ne comprend pas. Depuis Albert Einstein, nous savons que la gravitation n'est rien d'autre que la courbure de l'espace-temps causée par la masse. C'est pourquoi les objets dans l'espace semblent se rapprocher les uns des autres comme par magie, et que la vitesse du temps change. Newton hat Gravitation einfach als Kraft zwischen zwei Objekten gesehen. Der Raum ist flach und wir haben hier zwei Massen und die würden sich nicht aufeinander zubewegen, wenn keine Kraft zwischen diesen beiden Massen wirken würde. Das heißt, wir brauchen eine Gravitationskraft zwischen den beiden, damit die sich aufeinander zubewegen. Was hat Einstein verändert? Aus Einsteins Sicht krümmt die Masse den Raum und wenn die zweite Masse jetzt kommt, bewegt sie sich automatisch in diesem gekrümmten Raum auf die Masse zu. Es sieht für uns so aus, als ob eine Kraft zwischen den beiden wirkt, aber was eigentlich passiert ist, die zweite Masse bewegt sich in der gekrümmten Raumzeit geradlinig und deswegen sieht es so aus, als ob zwischen den beiden eine Kraft herrscht. Nous pouvons nous représenter l'espace dans lequel nous vivons comme une méduse qui se contracte et se dilate. L'espace n'est donc pas un contenant rigide, mais une structure dynamique. C'est ainsi que le décrit la théorie de la relativité générale. Et c'est sur elle que se fonde une nouvelle théorie, censée résoudre les contradictions entre le monde quantique et notre monde perceptible, la gravitation quantique à boucle. Les propriétés quantiques de l'espace et du temps, ça veut dire que l'espace lui-même est granulaire. Il ne faut pas penser l'espace comme une chose continue, comme on nous a appris à l'école. Dans le très petit, l'espace est comme une boîte pleine de sable. C'est-à-dire tout des petits grains. Dans la gravitation quantique à boucle, ces grains sont des milliardièmes de fois plus petits qu'un atome. Mais ils ne sont pas dans l'espace, ils sont l'espace.
C'est à travers lui que se déplacent les photons, les quantas de lumière. C'est là aussi que les quantas de gravité sont censés se trouver. Si cette théorie était correcte, alors la gravitation aurait des propriétés quantiques, ce qui ouvrirait la voie à la théorie du tout. Les chercheurs ont réussi l'exploit de détecter et de mesurer le champ gravitationnel d'une bille en or de la taille d'une graine de sésame et pesant l'équivalent de 4 grains de riz. Ce champ est 10 millions de fois plus faible que celui d'un flocon de neige en train de tomber. Also eigentlich, was man will, ist, man hat ein Objekt, das so schwer ist, dass es ein messbares Gravitationsfeld erzeugt. Und das will man jetzt in einen Zustand bringen, als ob dieses Objekt an 2 Orten gleichzeitig ist. Wenn das Objekt sich so verhält, dass es an 2 Orten gleichzeitig ist die Frage, verhält sich dann das Gravitationsfeld genauso? Ist die Gravitation dann auch an 2 Orten gleichzeitig? Une question dont la réponse pourrait révolutionner notre vision de l'univers. Car si la gravitation obéit aux règles de la physique quantique, alors il en va de même pour l'espace et le temps. Quand je regarde la gravité quantique, une horloge peut aller au même temps, plus lentement, plus vite. Pourquoi? Parce que, imaginez que le chat, c'est à côté de l'horloge, le chat a une masse, donc une masse change la gravité, c'est la gravité de la masse. Donc il y a une gravité différente où le chat est réveillé et une gravité différente où le chat est endormi. Et la gravité, c'est le temps, ça fait changer le temps. Donc où le chat est réveillé, il y a une gravité qui fait aller le temps dans une certaine vitesse. Quand le chat est endormi, il y a une gravité différente qui fait aller le temps en vitesse différente. Et donc, comme le chat, le temps est une superposition quantique de 2 vitesses différentes. Ça, c'est la magie de la gravité quantique. Difficile de prédire comment la théorie du tout pourrait façonner notre avenir. Le monde dehors de notre expérience est différent que le monde de notre expérience. Donc l'espace et le temps sont différents, mais il faut regarder dans le très loin, dans le très petit. Dans les années 1950, un jeune homme brillant mais extrêmement arrogant débarque au MIT. C'était si fort que ça, pourquoi ne résout-tu pas le problème du plongement isométrique? Quelques jours plus tard, aux grandes dames de ses collègues, le jeune homme brillant annonce à ses collègues qu'ils ont la chance de côtoyer le génie, auteur de la résolution de ce problème fondamental et redoutable de géométrie. Le jeune homme dont je parle, c'est John Nash. Nash est un homme d'exception, en tout cas c'est le titre de sa biographie et du film hollywoodien à son sujet. Nash connut une vie complexe, triomphante et tragique, marquée par une schizophrénie violente dont il finit par guérir miraculeusement et par un intellect de tout premier rang. Aujourd'hui, je vais insister sur cet intellect en vous parlant de 2 de ces théorèmes qui sont parmi les plus beaux théorèmes de toutes les mathématiques. Et bien sûr, ça a à voir avec le plongeon isométrique et la possibilité ou non de coller les côtés opposés d'un carré. Car le problème en question était un problème vieux de 100 ans, sur lequel bien des génies comme Gauss, Riemann ou Poincaré s'étaient cassés les dents. Après un an de travail, Nash réussit à fournir une solution partielle, mais cette solution partielle était super inattendue. Il lui faudra ensuite 2 ans de plus pour boucler la résolution du problème dans sa version complète. Et le rapport avec le carré, c'est quoi? On y vient. Mais d'abord, j'aimerais que vous imaginiez ce que ça pourrait être que de vivre à l'intérieur de ce carré, surtout lorsque les côtés opposés
sont collés. Et pour cela, je vais vous parler de Pac-Man. Pac-Man est un vieux jeu d'arcade où un petit bonhomme en forme de disque à la bouche ouverte se trouve dans un labyrinthe sans sortie et doit échapper à des fantômes qui ne peuvent pas traverser les murs du labyrinthe. Bref, le genre de jeu super réaliste qui rendait les geeks des années 80-90 complètement fadins. Quand on voit la carte du jeu, on pourrait croire qu'il y a des sorties, comme là ou là. Mais ce n'est pas le cas, parce que lorsqu'on sort d'un côté, on réapparaît par le côté opposé. En fait, si on oublie les murs du labyrinthe et si l'on suppose que lorsque Pac-Man sort vers le haut il réapparaît en bas, on se rend compte que Pac-Man vit exactement dans un carré dont les côtés opposés sont collés. Et oui, on a dit que quand Pac-Man sort par la droite, il réapparaît à gauche. Et ça, c'est exactement ce qui se passe une fois que l'on a collé les deux côtés. Du coup, pour que ça soit vrai pour haut et bas aussi, il faut coller aussi le haut et le bas. Et donc on voit que le monde de Pac-Man est en fait exactement un carré dont les côtés opposés ont été collés. En particulier, ça va être un espace de dimension 2, mais qui va n'avoir aucun bord. Bizarre, hein? Plus étrange encore, si vous vivez à l'intérieur de ce monde, quand vous regardez devant vous, vous voyez vos fesses. Pareil si vous regardez vers le haut, ou en fait dans à peu près n'importe quelle direction. Peu importe la direction dans laquelle vous regardez, vous pouvez mater vos fesses sans miroir. Et ça, je suis sûr que ça plairait à pas mal de narcissiques parmi vous. Une autre façon de comprendre l'univers de Pac-Man est de se rendre compte qu'il est exactement comme si on avait des copies identiques de l'univers collées le long de chaque côté du carré. En répétant encore et encore cette opération de copie, on se rend compte que l'univers de Pac-Man est un pavage complet du plan avec des copies de lui-même. Avec cette perspective, il devient évident de comprendre pourquoi Pac-Man voit une infinité de copies de lui-même. Mais ne perdez pas de vue que si nous vivions à l'intérieur de l'univers de Pac-Man, cette perspective extérieure nous serait hors de portée. De façon plus générale, il est souvent difficile de comprendre un univers quand on est collé à l'intérieur de cet univers. Il peut alors être utile de chercher à prendre du recul et à regarder notre univers depuis l'extérieur. À l'époque de Nash, on se demandait justement si prendre un tel recul était toujours possible. Pour comprendre ce que je veux dire, il faut bien voir qu'un siècle avant Nash, le grand géomètre Bernard Riemann avait prouvé que la façon la plus générale de construire des géométries consistait à coller des petits morceaux d'espace. C'est ce que l'on appelle la géométrie intrinsèque, car elle permet de décrire un univers à partir de l'intérieur et de la manière dont des petits espaces à l'intérieur de l'univers s'agencent entre eux. C'est cette géométrie qu'Albert Einstein réutilisera en 1915 pour définir la théorie de la relativité générale. Mais la question que les gens se posaient, c'était de savoir si l'on pouvait prendre un point de vue extrinsèque sur la géométrie de Riemann. Les points de vue intrinsèques et extrinsèques sont-ils équivalents ? Est-il possible d'interpréter un espace-temps de dimension 4 comme une espèce de morceau de tissu à l'intérieur d'un espace-temps plat de plus grande dimension ? Ou, pour faire plus simple, peut-on voir l'univers bidimensionnel de Pac-Man comme une surface dans notre espace de dimension 3 ? Autrement dit, peut-on coller les côtés opposés d'un carré ? Ces questions fondamentales étaient restées sans réponse pendant 100 ans. En 1954, Nash réussit à répondre par l'affirmative à toutes ces questions. En particulier, oui, il est possible de coller les côtés opposés d'un carré. Mais Nash a donné une réponse de mathématicien pur, c'est-à-dire qu'il a répondu oui, il est possible, mais il n'a pas dit comment. Comme vous l'avez deviné, il s'agit en fait d'un problème très compliqué. Et en fait, ce n'est qu'en 2012 qu'une équipe de chercheurs français, sous le nom de projet EVA, a enfin réussi à clore un siècle et demi de recherche et à fournir une façon explicite de coller les côtés opposés d'un carré. La figure qu'ils obtiennent est juste incroyablement belle. Je vous invite à la regarder maintenant et à vous régaler. Je sais ce que vous vous dites, ce truc ne peut pas être un carré. Et pourtant, la clé pour coller les côtés opposés d'un carré, c'est d'introduire ces vagues. Il y a les vagues principales qui permettent d'allonger les parties intérieures, puis des vagues secondaires dans une autre direction mais pas tout à fait perpendiculaires, puis des vagues encore plus petites dans une autre direction encore, et encore d'autres vagues encore plus petites dans encore une autre direction, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Cette construction est inspirée de l'idée de fractal, mais la surface que vous voyez n'est pas une fractale, car les fractales sont rugueuses alors que cette courbe est lisse. Pas super lisse, mais lisse quand même. C'est ce que l'on pourrait appeler une fractale lisse, mais le nom importe peu. S'il y a une chose sur laquelle j'ose espérer que l'on est tous d'accord, c'est que ce machin est juste complètement fou.
Quelle est votre définition du réel ? Aujourd'hui, en sciences modernes, j'ai posé la question à des collègues qui travaillent en physique des particules, qui se rendent compte que la réalité leur échappe dans l'infiniment petit. Je leur demandais, est-ce que pour toi, ça, c'est la réalité ? La réponse que je reçois la plupart du temps, c'est la réalité ne nous concerne plus. On a complètement abandonné l'idée d'avoir l'espoir de commencer à pouvoir nommer une once de début de réalité. Ce dont on parle, c'est comment notre discours scientifique peut s'approcher au plus près du monde dans lequel nous vivons, de sorte à bien traduire de façon efficace la façon avec laquelle les choses se transforment. Mais ce qu'est le monde relève d'une nature qui semble échapper à la science. Nos sens ne nous permettent pas de voir le monde tel qu'il est. On ne voit pas toutes les couleurs, par exemple, on ne voit pas les infrarouges, les ultraviolets. Notre odorat est très limité, et en plus, par-dessus ça, notre cognition nous joue des tours, comme on dit. Et pour essayer de compenser ça, en fait, on a créé tout un tas d'outils qui nous permettent de voir plus de choses, de connaître l'existence des atomes, de regarder l'infiniment petit ou l'infiniment grand, de photographier des galaxies lointaines. Et comme vous l'avez dit, pourtant, plus on avance, donc on a pu avoir cette illusion dans le processus scientifique de dire on va toucher au réel, mais plus on avance, plus on se rend compte de cette limite. On sait qu'il y a des limites a priori infranchissables sur lesquelles on est condamné à toujours buter. Vous avez parlé de Planck, il y a notamment le fameux mur de Planck. Vous avez sur un consensus établi sur ces limites de notre connaissance, les limites de la quête. Il y a certaines limites qu'on arrive à nommer, et c'est d'ailleurs ça qui est, je trouve, la partie la plus noble de la démarche scientifique, c'est le fait que l'ignorance, ou le fait d'être capable de nommer notre ignorance, ça fait partie de la connaissance. C'est d'ailleurs ce qui, pour moi, distingue le plus la démarche scientifique de la démarche complotiste, qui consiste à croire qu'il y a d'un côté la connaissance, et le contraire, ce serait l'ignorance. Non, l'ignorance, c'est une forme de connaissance, ça serait plutôt la certitude, le contraire de l'ignorance. Alors, qu'est-ce qu'on est capable de nommer comme limite à la connaissance dans la quête de l'infiniment grand et dans l'infiniment petit ? Dans l'infiniment grand, on sait que la lumière qui a été émise par des régions qui sont au-delà d'une certaine limite mettrait plus de temps que l'âge de l'univers pour nous arriver, et donc on ne peut pas encore voir des zones qui sont au-delà de cette limite. Ça, c'est ce qu'on appelle l'horizon cosmologique, qui fait qu'on a une bulle autour de nous. On n'a jamais véritablement quitté le centre du monde, on est au centre de cette bulle. La révolution copernicienne, c'est quelque part une forme d'illusion, parce qu'on est au centre d'un univers virtuel qui est cet horizon. Mais depuis, on s'est rendu compte qu'il y a encore une autre sphère qui nous limite, encore plus violemment, qu'on a découvert récemment, depuis qu'on s'est aperçu qu'il y a 6,5 milliards d'années, l'univers a commencé à accélérer son expansion. Et là, ça fait qu'il existe des phénomènes, comme par exemple l'explosion d'une étoile qui produit autant de lumière qu'un milliard d'étoiles, donc une petite galaxie, qui, lorsqu'ils sont situés au-delà de cette limite, ne nous seront jamais perceptibles, même si on attend un temps infiniment long. Alors celui-là, c'est ce qu'on appelle l'horizon des événements, et qui est analogue à l'horizon d'un trou noir, à l'intérieur duquel on ne peut pas rentrer. Et cet horizon se rapproche de nous. Ce qui veut dire qu'en fait, l'univers est comme peau de chagrin, et que nous devenons amnésiques, c'est-à-dire que nous avons une mémoire de ce qui s'est passé dans l'histoire de l'univers, qui nous vient de la lumière qui nous arrive des confins de l'univers, et cette mémoire se rétrécit à mesure que le temps passe, et que si nous habitions une planète qui serait née dans quelques milliards d'années, nous aurions accès à une partie de plus en plus réduite de ce qu'est l'univers, jusqu'à ce qu'un jour, dans un lointain futur, nous ne puissions pas voir l'histoire de l'univers. Donc ça, c'est une limite dans l'infiniment grand. Dans l'infiniment petit, il y a, de façon ultime, ce qu'on appelle le principe d'incertitude, qui est mal nommé, qui est en fait le principe d'indétermination, parce qu'en fait, c'est pas parce que nous sommes incertains, nous avons du mal à mesurer la nature d'une particule, mais c'est parce que cette particule n'est pas déterminée. Elle est dans un état qui n'est ni onde, ni corpuscule, qu'on peut nommer mathématiquement, mais qui n'est pas défini d'une manière que l'on puisse nommer par notre compréhension des phénomènes physiques que l'on connaît. Donc là, c'est une autre forme de limite que certains essayent d'extrapoler pour voir comment cette limite-là d'indétermination va jouer sur le hasard dans le monde, va jouer sur notre libre arbitre, peut jouer sur la pensée, etc. Puis il y a la limite de nos théories. En réalité, l'idée d'Emmanuel Kant, c'est que finalement on ne peut pas voir le monde dans sa réalité, on le voit à travers nos concepts. Aujourd'hui, dans le cadre conceptuel dans lequel nous travaillons, on se rend compte que ce qui se passe lorsqu'on plonge au cœur d'une particule ou d'un trou noir nous échappe totalement, parce que l'énergie devient infinie. Et donc, selon certaines théories, ce serait, par exemple, le cœur d'un trou noir pourrait mettre une porte vers d'autres univers, etc. Donc, ça laisse libre cours à l'imagination. On avait évité de se confronter à cette limite de la connaissance pendant un siècle, espérant qu'on allait s'en sortir comme ça. Et puis, cette limite est venue s'imposer à nous par ce qu'on appelle l'énergie noire, la matière noire, qui sont des manifestations physiques de cette incapacité que nous avons d'appréhender ce qui se passe au-delà de ces limites. On a tendance parfois à confondre la carte avec le territoire. Est-ce que la science n'est pas justement de fait complètement limitée ? Ce n'est qu'une manière de modéliser les choses, mais qui ne correspond pas dans l'absolu à ce qu'on pourrait appeler le réel. À partir du moment où on accepte l'idée que le réel nous échappe par ce moyen d'appréhension, un moine tibétain vous dira que vous pouvez accéder au réel en fermant les yeux et en faisant le vide. Dans le cadre de la formalisation scientifique mathématique, ce que montre l'histoire, c'est qu'elle confirme ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que si, à une époque dans le passé, on a cru qu'on nommait le réel, ce qui s'est passé ensuite a montré qu'il fallait réviser cette vision-là. C'est qu'à partir du moment où on accepte notre handicap,
cette incapacité de véritablement nommer, d'appréhender le réel. Dans la légende chinoise, par exemple, celui qui a nommé le monde s'appelait Kang Jie, et il avait deux paires d'yeux. Une paire d'yeux qui montait vers le ciel, une paire d'yeux qui montait vers la terre, et comme ça, il pouvait nommer les choses en prenant en compte le ciel et la terre. Les principes invisibles, le ciel allait représenter les principes qu'il aurait fait ça en 3000 avant Jésus-Christ. La légende raconte que dès lors qu'il a nommé le monde, et donc qu'il a quelque part appréhendé le réel, les dragons se sont mis à pleurer et ont disparu. En fait, toutes ces croyances primitives, on n'en avait plus besoin dès lors qu'on avait le langage. Cette capacité de nommer, finalement, c'est une toute-puissance magique. Dès lors qu'on écrit une équation qui s'applique partout de manière universelle dans l'univers, il y a quelque chose de magique. D'ailleurs, Newton était lui-même avait des croyances magiques. La manière avec laquelle nous nommons le réel, scientifiquement, n'est pas objective. Elle est liée à notre positionnement dans le temps, dans l'histoire de la civilisation humaine, dans l'histoire des connaissances, dans la géographie aussi, dans l'accès à telle ou telle information. On va mimer des choses qu'on connaît, on va les projeter sur le ciel, même si on a cet espoir d'objectivité. Et donc, on peut utiliser la façon que nous avons aujourd'hui de nommer le monde d'un point de vue scientifique comme le reflet d'une sorte de psyché de la civilisation humaine d'aujourd'hui. Ça reflète la pensée d'une époque. En 1915, un homme dit « Je veux me libérer du point de vue que tout le monde a et qui est imposé, le point de vue d'un individu qui est imposé sur le réel, et je veux décrire le réel tel qu'il est indépendamment du point de vue. » Alors c'est vrai qu'Einstein a dit ça, mais c'est vrai aussi que c'est André Braque a dit la même chose. Et donc, dans l'art, il a voulu se libérer de la perspective traditionnelle, de l'art de la perspective. Il a voulu avoir un point de vue qui n'était plus relatif, et donc il a introduit le cubisme avec Picasso. Einstein, au même moment, dans les mêmes années, a voulu se libérer du point de vue relatif qui venait de ses théories, et il s'est rendu compte que pour ça, il fallait qu'il donne un sens physique à l'espace. Alors, est-ce que c'est juste une coïncidence que dans l'art et dans la science, on aboutisse à la même stratégie pour tenter d'aller vers plus d'objectivité qui consiste à donner un sens physique à l'espace, ou est-ce que ça reflète une avancée dans notre rapport au réel qui se manifeste dans l'art et dans la science en même temps? Quand on vous dit que 95% de l'univers est fait de composantes sombres dont on n'a aucune idée de ce qu'elles sont, quand on vous dit que l'univers tend vers une mort froide, ça reflète un certain état, disons, voilà, de l'époque. De l'époque. Et donc, il est possible que les solutions à ces problématiques-là soient pas uniquement des solutions qui consistent à dire je divise par 2 en haut et en bas et j'aboutis au fait que A égale 4, mais puisse être qu'on appréhende le réel, disons, avec une perspective peut-être un peu différente. Dans quelle mesure est-ce que on peut pousser à cette logique-là jusqu'à dire que l'univers, en fait, et le réel, n'est peut-être qu'une forme d'illusion? À partir du moment où on sait que ce que nous appelons l'univers, c'est très lié à notre capacité de nommer les choses. Il y a une forme d'illusion dès le début. Au premier ordre, on sait aussi que on ne voit que le passé de l'univers, on ne voit pas le présent. Souvent, les gens confondent, quand on parle de science, ce qu'on appelle l'édifice scientifique, qui est le fait que lorsqu'une pomme tombe d'un arbre, elle tombe, et que même si je décide que l'univers dépend de mon point de vue, et que j'ai décidé qu'à partir de maintenant, les pommes, quand elles se détachent de leurs branches, elles montent, je pense qu'il y a des chances qu'elles continuent de tomber. Il y a d'un côté un édifice scientifique qui est intangible et que on voit de plus en plus menacé aujourd'hui, parce que dès lors que nous admettons notre faiblesse, notre incapacité de nommer la réalité, que nous admettons que le monde est plus riche que ce qu'on est capable de voir, qu'il y a des composantes qu'on ne comprend pas, alors on entend dire, alors mon point de vue, à moi, qui ne suis pas scientifique, vaut le vôtre, puisque vous savez pas trop non plus ce que vous dites. Je prends le risque que des gens s'engouffrent là-dedans pour dire que tout est possible. Il y avait cette phrase que quelqu'un m'a dit un jour, et je vais la répéter parce qu'elle est... Cette phrase, c'était « il y a un tout possible, mais tout n'est pas possible ». Ces formes d'illusion, effectivement, ça vient du fait que nous avons différentes raisons pour lesquelles on peut se tromper ou quand on essaie de percevoir l'univers. Par exemple, il y a des composantes invisibles. Et donc, ils vont faire bouger des choses. C'est comme ça qu'on a découvert la planète Neptune qui a influencé la planète Uranus. Et indirectement, on se disait, tiens, là, il y a quelque chose. Mais parfois, quand le mouvement d'un objet dans l'univers ne correspond pas à ce qu'on prévoyait, c'est peut-être pas qu'il y a quelque chose d'invisible, mais c'est que nos lois sont pas correctes. À ce moment-là, c'est une autre forme d'illusion. Parfois, ça vient du fait que nous-mêmes, nous bougeons et nous croyons que la chose bouge, ou notre position dans l'univers est un peu particulier, et auquel cas, c'est encore une autre forme d'illusion. Et puis, il y a d'autres formes d'illusion qui viennent du fait que la nature même de l'espace et du temps pourrait ne pas être ce qu'on pense. Certains disent même que le temps pourrait lui-même n'a pas avoir de fondement fondamental, qu'il soit une propriété même. Certains parlent de propriété émergente. Voilà. Et puis, il y a un dernier niveau d'illusion qui est celui dont je parlais tout à l'heure, qui est ce que j'appelle l'illusion narcissique. Donc, ça serait le 5e niveau d'illusion. Et celui-ci, c'est le fait qu'on peut pas sortir de soi-même et que finalement, il faut accepter l'idée qu'on va décrire le monde de notre point de vue et que voilà. Et donc, finalement, le monde est quelque part, c'est un peu comme Narcisse qui se regarde sur la surface de l'eau d'un lac. Le monde porte notre reflet. Et cette illusion-là est la plus délicate, et la plus difficile à vaincre. Oui, certains vont jusqu'à dire même que le réel est un produit de la conscience. Et que, puisqu'on dit communément que la conscience est un produit de l'évolution, la matière même, et certains pensent que c'est la conscience qui produit l'illusion du réel et que c'est le point de départ. Le phénomène physique qui a conduit à ça, c'est le fait que lorsqu'on fait une expérience avec une particule élémentaire qui est dans un état indéterminé, quand elle
prend un état, par exemple, qu'elle devient un point sur un écran, un électron voyage et on ne sait pas où il est, puis il apparaît un point sur les gens se sont dit, bah, c'est au cours de l'expérience que l'observateur fait apparaître ça. Et qu'est-ce que c'est qu'une expérience? Bah, c'est prendre conscience de la position de cette chose. Et donc, il y a eu des tas de bouquins écrits même par des scientifiques sur le fait que c'était un effet de la conscience. Alors, il y a eu une petite révolution scientifique par rapport à ça, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un phénomène physique qui intervenait en l'absence de tout observateur et qui permettait de rendre compte de ces genres d'expériences et qui donc permettait de ne plus faire appel à la conscience de l'observateur. Ce phénomène, ça s'appelle la décohérence. Et en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la particule est dans cet état indéterminé, et qu'elle rencontre l'expérience qu'on utilise pour la mesurer, elle rencontre une myriade d'autres particules, des milliards et des milliards d'autres particules. Et elle se retrouve dans la situation d'un conducteur d'une Ferrari qui arrive dans un bouchon. Et il n'y a pas besoin de la conscience de quelqu'un pour faire que la Ferrari s'arrête. Dès lors qu'il y a beaucoup de voitures qui sont arrêtées et qu'il n'y a aucune alternative, elle va prendre une position bien définie, et même si c'est une Ferrari, elle ne bougera plus. Bien, l'électron, c'est une Ferrari qui, lorsqu'elle est libre, elle voyage comme elle veut, mais dès lors qu'elle arrive dans le système expérimental, il y a un embouteillage. Il y a des milliards et des milliards de particules, et cette décohérence, phénomène de décohérence, c'est le fait qu'elle perd toute cette capacité de liberté lorsqu'elle est quand elle rencontre. Donc ça s'écrit mathématiquement, et ça résout ce problème-là. Donc ça, c'est important de le savoir. On peut imaginer quand même que l'univers continue d'exister, même sans conscience humaine. On peut. La physique et l'astrophysique, la science en général, nous dit que l'univers a des règles et des lois. Et quelles sont les grandes lois fondamentales? Si on se replace dans l'époque qui précède l'émergence de la science, l'idée que l'univers ait des lois, qu'il soit contraint par ces lois, lui qui est le lieu de la liberté, le lieu des dieux, etc., c'est pas du tout évident. Et c'est d'ailleurs ce qui distingue probablement un moment clé entre l'histoire de l'Occident et l'histoire de la Chine, qui était en avance sur tout un tas de technologies et de pensées scientifiques par rapport à l'Occident. Et puis, à un moment donné, l'Occident a pris le dessus. Pourquoi? Une des raisons, c'est que pour Newton, le monde a été créé par Dieu, qui est le grand architecte. Étant un grand architecte, il y a un plan. À partir du moment où il y a un plan, il y a des règles, comme dans un plan, avec des lois, et il savait par avance qu'il y avait des lois universelles, il fallait les décoder. C'est une vision profondément religieuse que de croire que l'univers est régi par des lois, par une règle, parce que ça présuppose une cohérence globale. Pour les Chinois, tout ce qui est manifesté et visible est imparfait. Il existe des principes invisibles qui sont parfaits, mais dès lors qu'ils s'incarnent, ils deviennent imparfaits. Et donc, c'est même pas la peine de tenter de nommer ces lois universelles, parce que de toute façon, elles vont s'incarner de façon imparfaite. Et donc, c'est ça la différence fondamentale. Et puis, très vite, la place a gardé le système du monde de Newton, avec ses lois et ses règles, et il n'a plus eu besoin de l'hypothèse Dieu. Là, nous sommes les descendants de cette histoire dans laquelle on suppose que l'univers a des lois, a des principes simples. Il y a des grands principes qui sont pas du même ordre. Par exemple, comme la conservation de l'énergie, par exemple. Tout ce qu'on a observé jusqu'à présent vérifie la conservation de l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Est-ce la preuve que c'est vrai? Dès lors que toutes nos expériences valident cette hypothèse, est-ce que ça suffit à dire que c'est vrai? Certains disent que, à l'échelle de l'univers, globalement, il n'y a pas de raison d'appliquer le principe de conservation de l'énergie. Certains disent que personne n'a encore fait une expérience avec des univers, on ne sait pas faire. Et donc, il n'est pas interdit de dire que ce que je vois lorsque je laisse tomber une pomme, quand je regarde une pomme tomber d'un arbre, c'est que son énergie potentielle devient l'énergie cinétique, elle prend de la vitesse, etc. Et donc l'énergie se conserve. C'est pas pour autant que ça s'appliquera à l'univers dans son ensemble. Même ce concept-là, qui est le concept le plus essentiel de la physique, sur lequel tout repose, parce que la physique va décrire les transformations du monde en s'appuyant sur une universalité qui est la conservation de l'énergie. Et dès lors qu'on va observer une transformation, ça va se faire dans un certain sens, qui va être défini par cette fois la seconde loi ou second principe de la thermodynamique, tout en respectant le premier, qui est la conservation de l'énergie. Mais c'est pas parce que cette vision est efficace, qu'elle fonctionne jusqu'à présent, que ça prouve qu'elle est fondamentalement vraie, puisque comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas cette capacité d'accéder au vrai. Là où on voit la frontière entre philosophie et science, la science qui, à une époque, a dit à la philosophie, écoutez, moi je suis autosuffisante, je parle même de l'espace, du temps, etc. Einstein en premier, qui a dit, bon bah voilà, on va pas se limiter, notre vision contient même la philosophie du monde. On peut savoir qu'il y a des failles, qu'il y a des petites zones de fragilité qui peuvent être plus ou moins fortes. En voici une. L'énergie se conserve, et ce qui fait qu'une pomme tombe d'un arbre, c'est que la Terre l'attire à distance. D'accord ? Alors là, si on le nomme comme ça, comme l'a fait Newton, on est dans la profonde magie, puisque il y a une sorte de télékinésie qui fait que la pomme sait que la Terre est en bas, et elle est attirée à distance. C'est ce qu'on appelle une action non locale. C'est-à-dire que là où est la pomme, il n'y a rien. Localement, là où il y a la pomme, il y a rien. Et la Terre n'est pas à l'endroit où est la pomme, elle n'est pas en train de la pousser comme des bras qui la pousseraient. Il y a localement, là où il y a la pomme, il n'y a rien, il n'y a pas des petits bras, il n'y a pas de... Donc c'est non local. Gravité, donc, ouais. Et donc la force de la gravitation universelle, vue par Newton, est une action magique. Einstein était lui aussi mal à l'aise avec ça, et il a résolu cette énigme-là en disant que non, la gravitation est une interaction locale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'endroit où la pomme se détache de l'arbre, localement, c'est-à-dire là où elle est localisée, l'espace n'est pas le même
que plus bas vers la terre. Il est courbé comme un toboggan. Dès lors que la pomme se détache, elle glisse sur un toboggan et c'est pour ça qu'elle va vers la terre. Parce qu'il y a un toboggan. Alors vous allez me dire, mais je ne l'ai pas vu. Eh bien parce qu'il n'est pas visible, mais je peux vous dire mathématiquement comment se comporte ce toboggan dès lors que je mets le Soleil, la Terre, Jupiter, etc., la Voie lactée, tout ce que vous voulez, ça fonctionne. Il y a des toboggans, on appelle ça la courbure de l'espace-temps, et ça fonctionne. L'action est locale. Mais alors là, il y a une autre magie qui intervient, c'est que pour vous débarrasser de la magie de la télékinésie, vous avez fait intervenir la magie du fait que l'espace et le temps sont élastiques. Il y a encore une autre vision, qui est une vision qui se rapproche un peu plus du taoïsme. Dans le taoïsme, Lao Tzu dit, il parle de ce qu'on appelle le wu wei, qui veut dire le non-agir. C'est-à-dire que la goutte d'eau, elle ne fait rien de spécial lorsqu'elle participe à un torrent, sauf que le torrent, qui est très puissant, n'est fait que de gouttes d'eau. Alors comment on fait pour se sortir du fait que plein de choses qui ne font rien, ensemble, ont une puissance extraordinaire? C'est parce qu'elles sont dans ce qu'il appelle le non-agir, c'est-à-dire qu'elles sont en résonance avec l'ensemble. Elles agissent ensemble et elles sont portées par un courant, etc. Y a-t-il des courants qui porte la matière dans ses transformations? Y a-t-il une propension de l'univers à évoluer dans une certaine direction? Et ce qu'il appelle le non-agir, Lao Tzu, on le retrouve en physique avec un principe qui s'appelle le principe de moindre action. C'est-à-dire qu'on peut décrire toute l'évolution des objets matériels de la même manière qu'avec les forces fondamentales ou les interactions fondamentales, par ce seul principe dit de moindre action, c'est-à-dire qu'en fait la nature va tendre à minimiser les dépenses d'énergie. Et donc elle va faire que, on peut dire que, si la pomme est en haut, il y a une grande énergie qui fait qu'elle pourrait bouger, etc. Mais si elle est en bas, elle aura moins d'énergie, donc elle va aller vers là où il y a le moins. Là, on a une autre façon de nommer les choses. Et ça a beaucoup dérangé les scientifiques. Pourquoi? Parce que le principe des moindres actions dit que l'évolution d'un système, c'est de tendre vers l'état zen. Mais ça suppose que vous savez à l'avance que lorsque vous serez dans cet état-là, vous serez zen. Donc si vous vous dites que je vais aller à la plage, au soleil, à tel endroit, et que vous prenez votre voiture et vous roulez pendant 200 km, c'est parce que vous savez qu'à 200 km de là, il y a une plage. Mais imaginons maintenant que vous soyez une pomme. La pomme ne sait pas qu'il y a une plage à tel endroit. Et pourquoi se comporte-t-elle comme si elle avait une carte, un GPS, une voiture, etc. Qu'est-ce qui fait que la nature se comporte en allant vers cet état-là, comme si elle avait une préscience du futur? Alors ça a beaucoup dérangé. Alors les gens ont dit, non, mais c'est un mouvement qu'on appelle aérogodique, c'est-à-dire qu'on va au hasard, et puis on se rend compte que pour chaque petite étape, on va vers l'état qui minimise l'énergie, puis progressivement de proche en proche. Mais là, on commence à voir que on commence à faire intervenir une forme d'intentionnalité de la matière qui va venir remplacer la métaphysique de l'action à distance, etc. Et la magie est de nouveau là. Puis après, il y a un autre principe qui est le principe de l'entropie qui augmente, qui est un principe plus compliqué dont on parlera plus tard, mais qui lui-même s'approche du principe de moindre action et qui est encore plus complexe. Et on voit que dès lors que la physique tente d'expliquer les transformations du monde, même la réalité du principe physique nous échappe. C'est-à-dire qu'en fait, la réalité de la nature des choses nous échappe, c'est ce qu'on disait au début, mais la nature profonde du principe qui fait que les choses se transforment nous échappe aussi. Pourquoi? Parce que le monde, c'est pas uniquement la pomme et la terre, c'est aussi ces fameuses lois dont vous me parlez qui sont universelles, qui nous échappent aussi. Comment est-ce que vous définissez l'énergie? L'énergie, c'est ce qui nous permet de transformer les choses. C'est ce qui va participer à la transformation du monde, au déplacement des objets de la nature. Plus un objet dispose d'énergie, plus il pourra transformer le monde. Si la pomme se trouve sur un arbre dont la branche est basse, ou si la pomme se trouve sur un arbre dont la branche est haute, lorsqu'elle se détache, si elle est haute, elle dispose d'une plus grande quantité d'énergie, ce qui fait que lorsqu'elle va tomber, elle va prendre une plus grande vitesse. Et si maintenant je pose un objet fragile en contrebas sur le sol, elle va le briser avec une efficacité plus grande, elle va avoir une capacité de transformer les choses plus grande de par cette énergie. Mais au moment où la branche contenait encore la pomme, elle tenait encore la pomme, juste avant que la pomme se détache, la pomme avait en puissance une quantité d'énergie qui s'est manifestée par sa vitesse, sa transformation. Donc cette chose qu'avait la pomme avant de tomber, qui est toujours une pomme, et qu'elle en a beaucoup moins après être tombée, puisqu'elle a dépensé cette énergie en vitesse, en cassant des choses, etc. Cette chose-là, c'est ce qu'on appelle l'énergie. Dès lors que je prends un objet et que je le tiens en suspension, au moment où je le lâche, à ce moment-là, voilà ce que c'est que l'énergie. C'est ce qui nous permet de transformer les choses. Une dépense d'énergie rapide ou lente, ça c'est ce qui mesure ce qu'on appelle la puissance. C'est-à-dire que si je caresse une feuille ou si je donne un grand coup sur un objet, je vais pouvoir le briser. Donc j'ai une plus grande puissance avec la vitesse que je déploie. Donc là, c'est quand on dépense son argent de son compte en banque en un coup, alors on peut acheter une voiture plus puissante, voilà, que si on dépense un petit peu chaque jour. Ça, c'est la puissance. Dans lequel se dépense l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie va aller du haut vers le bas pour la pomme, va faire une vitesse, le sens d'écoulement de l'énergie qui va faire les transformations du monde. Eh bien, ça vient donc le mot grec pour dire que la transformation des choses, c'est le mot entropie. Et l'entropie, c'est le terme qui définira comment on va dépenser cette énergie, cet argent qu'on a dans le compte en banque.
Pour vous dire à quel point ce concept est complexe, lorsque l'un des principaux acteurs de la définition de l'entropie, qui s'appelle Ludwig Boltzmann, a donné la définition la plus efficace de ce qu'était l'entropie et de ses implications sur le monde, il a reçu une profonde incompréhension de tous ses collègues et il en est devenu déprimé, il en est mort. Et ses collègues, c'était tous des grands savants. Lorsque je prends cette fois un verre au lieu d'une pomme, et qu'il a cette énergie potentielle, c'est-à-dire je le tiens en l'air comme une pomme, et je vais le lâcher. Donc à ce moment-là, il y a l'énergie qui va se convertir d'une certaine manière. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on sait que, par expérience, lorsque le verre va rencontrer le sol, il va se briser en morceaux. On voit bien que le sens de la transformation du verre, c'est d'aller vers un morceau qui va vers plusieurs morceaux. Et si on appelle l'état A du système le verre, et l'état B le verre en morceaux, l'ensemble des morceaux. Si je montre les deux photos à quelqu'un, il saura me dire que le sens de déploiement de l'énergie du monde a été de A vers B. Si je dis non, c'est allé de B vers A, la personne me dira non, c'est pas dans ce sens-là que ça va. Et donc ce qu'a dit Boltzmann, c'est que l'entropie, c'est une mesure du fait que systématiquement on va de A vers B, et que B contient toujours un plus grand nombre de morceaux que A, parce qu'il y a beaucoup moins de chances que des morceaux de verre se combinent de façon spontanée pour former un verre, que de chances qu'un verre se brise naturellement en morceaux disposé de façon aléatoire au sol. Donc ça, c'est finalement ce qu'il a réussi à nommer de façon mathématique, qui est d'ailleurs écrit sur sa tombe, qui s'écrit que l'entropie S est égale à K, une constante, la constante de Boltzmann, fois le logarithme du nombre d'états d'arrangement possibles de ces morceaux de verre. Si vous avez 10 morceaux de verre, vous pouvez les distribuer au hasard avec beaucoup plus de possibilités que si vous n'avez que 3 morceaux de verre. Ce qu'a remarqué Einstein, dans un article qu'il a écrit en mars 1905, c'est que il n'y avait pas que la matière qui pouvait se casser en morceaux, mais aussi l'énergie. L'énergie peut se casser en morceaux. Il existe des grains d'énergie, qu'on appelle les photons, les particules de lumière. C'est lui qui a découvert leur existence. Et dès lors qu'on comprend ça, on comprend qu'on peut aussi casser l'énergie, qui était ce que détenait le verre en suspension, ou bien même l'énergie du verre lui-même, en petits morceaux, qu'on appelle des photons. Et donc, l'évolution de l'univers va toujours aller vers aussi casser l'énergie en plein de petits morceaux. On en a la preuve tous les jours avec le Soleil, qui est une machine à casser l'énergie en petits morceaux qu'on appelle des particules de lumière qui sont rayonnées par la surface du Soleil et qui, lorsque nous allons sur cette fameuse plage que nous savons être à 200 km et que nous nous laissons bronzer au Soleil, eh bien, nous collectons l'entropie qui a été produite par le Soleil en cassant l'énergie en morceaux. Et ça, ce principe-là qu'on peut casser en morceaux les choses et que ça conduit le sens des transformations du monde, ça nous aide à comprendre comment, depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, le monde s'est transformé. Je pensais à ce que Spinoza aussi disait du concept de conatus. Spinoza imagine en fait comme une sorte de force, une volonté ou un désir qu'a toute chose de persévérer dans son être. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de force fondamentale qui, contre l'entropie, contre cette tendance à la déliquescence en fait, du monde, permet à la matière de s'organiser et de rester organisée, au moins temporairement. Donc il y a une espèce de lutte, c'est pour ça que tous les objets ne se transforment pas instantanément en poussière, et c'est pour ça que le vivant existe, qui est l'organisation de la matière, au moins temporairement. Est-ce que cette intuition correspond à un concept de négantropie ou d'anti-entropie ? Je ne sais pas comment ça s'appelle. On dit qu'il existe un principe universel qui décrit la transformation du monde vers les verres cassés. Un verre cassé, on peut considérer que c'est plus désordonné qu'un verre dans son entier. Alors, comment expliquer que dès lors que l'univers est né il y a 13,8 milliards d'années au cours d'une explosion, soient nées les molécules, les planètes, les étoiles, les galaxies, la vie, faut-il faire appel à une force complémentaire opposée, une sorte de principe négantropique qui ferait que le monde s'organise malgré la tendance à la désorganisation, puis il y aurait un combat entre Dieu et le diable. Quand on regarde un être humain, c'est une machine à produire de l'entropie qui est plus efficace que tout ce qui existe dans l'univers. Nous rayonnons des morceaux d'énergie, donc nous égrénons l'énergie, nous cassons des verres d'énergie en petits morceaux, avec une efficacité qui est 200 000 fois supérieure à celle du Soleil. Par quelle étrange coïncidence, l'univers auquel aboutit à des machines, la vie, qui répondent le mieux à son principe de départ, qui est d'augmenter l'entropie. C'est une incompréhension de l'autre facette de l'entropie qu'avait définie Ludwig Boltzmann, qui est qu'à l'époque, lui considérait uniquement le nombre de morceaux de verre, le nombre d'éléments matériels, et que depuis, on sait que l'énergie étant elle-même faite de grains, le principe de l'entropie, ça traduit aussi le fait de casser des morceaux d'énergie. Or, il est beaucoup plus efficace de faire des morceaux d'énergie que des morceaux de matière, et en réalité, depuis le début, sans faire appel même à l'émergence de la vie, la naissance du premier atome a offert à l'univers une capacité à engendrer de l'entropie, amplifiée, car l'atome, de par les mouvements de son électron, produit des grains d'énergie, des photons, avec une finesse plus fine que tout ce qui existait avant. La molécule, la première molécule de dihydrogène, puis les molécules de monoxyde de carbone, puis les molécules complexes à base de cycles aromatiques, etc., sont des degrés de plus en plus subtils de création de morceaux d'énergie, comme les verres qui se cassent, et donc d'entropie,
Une galaxie, une étoile et la vie s'inscrivent dans une continuité d'organisation de la matière qui produit de l'entropie, qui ne fait que c'est d'autant plus grande. Et là, on se rend compte qu'on n'a à aucun moment violé les principes de croissance d'entropie. C'est juste que on s'aperçoit que la coïncidence entre le nom entropie et le nom entropie n'est pas un hasard. Il y a entropie ENTROPIE et entropie ANTHROPIE. Le premier entropie EN, c'est celui qu'on traduit comme étant aller vers plus de désordre. Et le deuxième, c'est le fait que finalement l'univers a abouti à l'existence de l'homme, de la vie, de l'homme et de la femme. Que de manière aléatoire, comme Darwin, les espèces les plus ça marche mieux pour celles qui marchent mieux, ça va dans le sens de la pente. Et donc on sait que l'univers a 3,7-3,8 milliards d'années, que à sa naissance, il était tout petit, très chaud, très dense, et que depuis, donc, et que l'énergie était la même, a priori, et que depuis, en fait, tout ce temps-là, il ne fait que s'étendre et continuer de s'étendre de plus en plus vite. En fait, on ne sait pas vraiment si l'univers était petit et s'il y a une naissance. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'horizon qui définit la limite de ce que l'on peut voir était plus petit dans le passé, parce que la lumière a eu moins de temps pour voyager, et donc on pouvait voir moins loin quand on a eu moins de temps pour recevoir l'univers. Et donc plus on remonte dans le passé, plus ce que nous voyons autour de nous était proche les uns des autres. Donc c'était plus concentré. Mais on ne connaît pas la limite de l'univers, on ne sait pas s'il en a, et donc il pourrait être tout à fait infini. Donc en fait, il était plus dense, ça on est sûr. Après, était-il petit, ça on ne le sait pas. Et y a-t-il eu une naissance? Ça non plus on ne le sait pas, puisque la théorie donc d'Einstein qui permet de décrire l'infiniment grand, dès lors que ce que l'on voit se rapproche et atteint l'infiniment petit, rejoint le point qu'on appelle la fameuse singularité, le point où à l'intérieur d'un trou noir, l'énergie devient finie, là où nous atteignons la limite de notre appréhension de la réalité. On a deux limites, j'avais dit tout à l'heure, dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Le moment du commencement de l'expansion de l'univers, c'est le moment où ces deux limites se rejoignent. Donc ça veut dire que c'est encore plus difficile d'y accéder. Donc aujourd'hui, il existe une théorie qui est favorisée, qui n'est pas prouvée, qui est celle d'un univers qui serait infini, à l'intérieur duquel il y aurait des bulles d'inflation, petites bulles qui gonfleraient de façon très rapide, certaines survivant pendant une fraction de seconde avant de se désintégrer, d'autres qui auraient les conditions qui feraient qu'elles continueraient comme celles dans lesquelles nous sommes. Donc ça s'appelle la théorie de l'inflation chaotique, et une théorie qui peut se formuler mathématiquement et dans laquelle on peut rendre compte de certaines propriétés de l'univers, mais ça reste une théorie. Pour aborder ce qui s'est passé au commencement, qui a lancé l'expansion de l'univers, le Big Bang, on cherche des signatures dans la rapidité avec laquelle les tout premiers instants de l'expansion de l'univers se sont produits, cette phase d'inflation, et on pense qu'il y a peut-être cette signature sous la forme d'ondes gravitationnelles, c'est-à-dire de déformation rapide de la courbure de l'espace-temps, qui seraient comme des traces du pinceau dans un tableau de Van Gogh, qui seraient les traces qui seraient laissées dans cette fameuse image du fond diffus cosmologique de cet horizon lointain. On cherche la trace du pinceau, en quelque sorte du créateur, mais en fait de ce phénomène de l'inflation. On a cru la voir il y a quelques années, mais après on s'est rendu compte que c'était une illusion qui venait du fait qu'il y avait de la poussière interstellaire dans notre galaxie qui nous faisait croire que c'était la trace du pinceau. Aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment comment tout a commencé. Alors est-ce qu'on connaît la direction ? Même ça, on ne le sait pas, parce qu'aujourd'hui, donc l'univers s'étend de plus en plus vite depuis, ça a commencé il y a à peu près 6,5 milliards d'années, que l'expansion de l'univers accélère, pour une raison qu'on ne connaît pas bien, c'est-à-dire qu'il y a une force invisible, une forme d'énergie qu'on appelait de l'énergie noire, voilà, c'est ça, on l'appelle comme ça parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est, qui pousse l'univers à s'étendre de plus en plus vite. Mais quelle est la nature de cette forme d'énergie? On ne la connaît pas. On sait que un vide plein, tel qu'il est dans la mécanique quantique, c'est-à-dire un vide doté d'énergie, a la capacité d'engendrer de la matière, par exemple. Que pourra faire cette énergie dans un futur? Est-ce qu'elle engendrera de nouvelles particules? Comment va-t-elle se transformer dans le futur? On ne sait pas. Donc, on peut très bien se dire, l'univers s'étend et c'est la fin du monde. En fait, 90% de la matière faite d'atomes se trouve en dehors des galaxies. Il y a un article récent qui a été publié par des collègues qui montre que la phase de naissance d'étoiles la plus intense est à venir, parce qu'il reste 90% de la matière qui va donner naissance à de nouvelles générations d'étoiles, et pendant des milliards et des milliards d'années vont naître de nouvelles générations d'étoiles de par cette matière. Et après, dans un futur qui se mesure encore beaucoup plus lointain, lorsque l'univers sera complètement soumis à cette énergie noire, tout dépendra aussi de la nature de l'énergie noire. Et quelque part, on a autant d'incertitudes sur la singularité initiale que sur cette forme de singularité finale, et qui ont peut-être la même réponse, parce que finalement, ce qui est en train d'accélérer l'expansion de l'univers aujourd'hui a peut-être une nature similaire à ce qui a provoqué cette première inflation de l'univers au moment du Big Bang, qu'on ne connaît pas non plus. Matière classique, 90% de cette matière-là n'est pas dans les étoiles des galaxies, elle est dans un espace intergalactique qui est un réservoir qui va venir nourrir les galaxies dans le futur.
Alors la matière noire, c'est aussi une autre énigme. Ce qui est intéressant, c'est que si elle n'existait pas, il n'existerait aucune forme de lumière dans l'univers, il n'y aurait aucune étoile, aucune galaxie, parce que c'est elle qui a créé les puits de gravité dans lesquels sont nées les galaxies. Et donc, quelque part, si vous fabriquiez un univers dans votre jardin et que vous oubliez la matière noire, votre univers ne serait pas capable d'engendrer de l'entropie. La matière noire est le plus grand allié de la lumière, paradoxalement, parce que c'est elle qui va donner naissance aux galaxies, etc. Donc elle a sa place dans l'histoire. Malheureusement, on ne connaît pas sa nature. Certains disent qu'elle est faite de petits trous noirs, d'autres qu'elle est faite de particules exotiques qui sont prédites dans la fameuse théorie des cordes. Alors, on a un satellite qui s'appelle Euclide, qui sera peut-être lancé l'année prochaine, dont l'objectif, c'est de cartographier la matière noire par ses effets de courbure de l'espace-temps. Elle modifie la trame de l'espace-temps, et pour essayer de déduire un peu comment elle change au cours du temps, et d'essayer de trouver un peu plus quelle est la nature de l'énergie noire. Ce sont des tentatives d'avancer un peu dans la connaissance, mais pour l'instant, ni l'une ni l'autre, nous connaissons leur nature. C'est marrant parce qu'on revient au Tao avec le yin-yang, les inverses, matière-antimatière. Oui, si on prend un exemple assez complexe d'une pomme qui tombe d'un arbre, dès lors que la pomme se détache de la branche, son énergie potentielle va se convertir en énergie cinétique. Elle va prendre de la vitesse. Et puis elle va s'arrêter au sol. Alors qu'est-ce qui s'est passé au moment où elle s'arrête au sol? C'est que son énergie, qui était en puissance là-haut, est devenue de la lumière infrarouge. Elle a chauffé le sol, elle a pris des vibrations, etc. Elle-même a chauffé un petit peu, et c'est devenu de la lumière. Ce simple phénomène d'une pomme qui tombe, c'est la conversion de l'énergie gravitationnelle qu'avait la pomme, puisqu'elle est attirée par la gravité terrestre, en lumière. Ce n'est qu'une des illustrations du fait que tous les phénomènes physiques qui se produisent dans l'univers depuis le Big Bang ne cessent d'augmenter la quantité de lumière, de particules de lumière dans l'univers, en répondant à la seconde loi de la thermodynamique, qui est d'augmenter la fameuse entropie, ENTROPIE, sous la forme de grains de lumière. Ce sont des vers qui cassent. Et tous les phénomènes physiques que l'on constate, la naissance des atomes, des molécules, etc., va augmenter le nombre de particules de lumière, jusqu'aux trous noirs, qui sont les objets les plus extrêmes, qui pourraient être la contradiction ultime face à cette idée qu'on augmente la lumière, puisqu'un trou noir, ça peut même manger des étoiles. Et pourtant, lorsqu'un trou noir se forme, eh bien, au moment de sa naissance, par exemple, si c'est un trou noir stellaire qui vient de la mort d'une étoile, au moment de sa naissance, l'étoile rayonne comme 1 milliard de soleils, donc il y a une grande quantité de lumière qui apparaît. Et puis ensuite, le trou noir lui-même rayonne de l'énergie. C'est un phénomène qui avait été découvert par Jacob Bekenstein puis Stephen Hawking. Et pour finir, le destin final d'un trou noir, c'est de transformer toute la matière-énergie qu'il a dans son corps en lumière. Et donc, vous avez tous les processus physiques d'histoire, d'évolution de l'univers qui conduisent ultimement vers toujours plus de lumière. Donc cette vision d'un univers qui arriverait dans des milliards d'années à devenir froid et sombre, c'est contradictoire ou... Non, c'est pas contradictoire. En même temps que le nombre de particules de lumière augmente, l'univers s'étend. Et donc, pour parler de température élevée ou de froid ou de chaud ou de lumineux, il faut considérer combien de particules de lumière j'ai dans un mètre cube, par exemple, dans un volume donné. Or, l'univers s'étendant, effectivement, la lumière est diluée dans l'espace de plus en plus grand. Donc c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de contradiction. Mais à nouveau, la prévision du fait que l'univers tend vers une mort froide, elle date du début du XXe siècle, la fin du XIXe siècle, lorsque on a considéré la première vision de l'entropie, et qui était le fait que par exemple une étoile va finir par s'éteindre, et donc voilà tout. Mais ça ne prend pas en compte tout un tas de phénomènes qui restent encore à comprendre. Le temps est une chose qui nous paraît un peu évidente, on en fait l'expérience chaque jour. Et pourtant, en physique, c'est une donnée qui n'existe pas vraiment dans la plupart des équations en tant que telles. Par ailleurs, on l'a vu, le temps peut être relatif, ça ne s'écoule pas pareil selon la vitesse à laquelle on va, l'altitude à laquelle on est, qui correspond à cette vitesse, etc. Le temps, dans la vision, par exemple, de la théorie d'Einstein de la relativité, c'est une dimension analogue à l'espace. Le temps permet, dans le cadre de la relativité, de décrire justement la courbure qui va faire, ce fameux toboggan qui va faire qu'une pomme tombe. Donc le temps, la variable temps, la notion de temps existe chez Einstein. Par contre, le fait que le temps s'écoule du passé vers le futur, le fait que la pomme tombe et qu'elle ne remonte pas, le fait que le monde se transforme dans un sens donné, ce qu'on appelle la flèche du temps, n'a pas d'explication autre que cette fameuse loi de l'entropie qui augmente. Ce sens du temps, cette direction du temps est un peu évasive et ça pose la question de savoir si véritablement c'est une propriété fondamentale. C'est à rapprocher ce questionnement sur la nature du temps qui fait que certains se disent écoutez, je vais prendre la variable temps et je vais m'en débarrasser comme voilà dans les équations mathématiques. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'imaginer un monde dans lequel tous les événements, tous les phénomènes physiques seraient comme des photos qu'on pose sur une table et puis qu'on aurait une vision instantanée de la totalité de l'histoire? Et dès lors qu'on est incarné dans un être qui se trouve dans une certaine taille, soumis à certains trucs, on fait émerger ce qu'on appelle le temps, la flèche du temps, de par notre constitution, mais qu'en réalité, de manière absolue, ce temps n'existe pas vraiment, il n'y a pas une véritable flèche du temps absolue ou quoi que ce soit, on l'a fait émerger. Cette notion d'émergence est intéressante parce qu'on s'aperçoit que les mouvements des électrons et des protons, des particules dans une boîte crânienne font émerger une pensée
qui n'est peut-être pas réductible à la seule position et vitesse des particules. Et certains vont même jusqu'à dire que l'incarnation de l'espace-temps, qu'est la gravité, qui est pour Einstein une manifestation de la géométrie de l'espace-temps, cette incarnation de l'espace-temps par la gravité, pourrait être un phénomène émergent. C'est-à-dire que si on plongeait dans l'infiniment petit et qu'on essayait de voir si l'interaction gravitationnelle qui fait qu'une pomme tombe d'un arbre existe dans l'infiniment petit, on verrait qu'elle n'existe peut-être pas. Et qu'elle n'émerge que dès lors qu'on regarde un grand nombre de choses, qu'on commence à s'incarner dans un monde macroscopique. Il y a des théories qui parlent d'émergence de la gravité, qui n'est pas une force fondamentale. Ça veut dire qu'on rentre dans un monde qui peut être très complexe, mais qui montre qu'il est possible que le tout soit plus que la somme des composants. C'est ça le phénomène d'émergence. Si je prends par exemple des molécules d'eau, chaque molécule d'eau a des propriétés physiques, mais dès lors que je les mets ensemble, ça fait de l'eau liquide, avec ses principes, sa liquidité, sa fluidité, avec sa tension de surface qui fait qu'un petit insecte peut se poser sur l'eau. Et vous ne pouvez pas savoir, en regardant une molécule d'eau, quelle sera la propriété d'une rivière avec cette tension de surface qui fait qu'on peut poser les pieds dessus quand on est un petit insecte, etc. Et nous, lorsqu'on s'intéresse au temps, on est peut-être confronté à un phénomène analogue à la tension de surface de l'eau, c'est-à-dire une propriété qui émerge dans une combinaison de plein d'éléments ensemble, mais qui n'est pas fondamentalement existante dans la molécule d'eau, qui est peut-être pas fondamentalement existante dans la nature profonde de ce qu'est le monde. Le hasard n'existe pas vraiment, puisque si je tire 1000 fois pile ou face, j'aurai toujours, à très peu de choses près, 500 fois pile et 500 fois face. Alors qu'intuitivement, si le hasard existait, on se dirait ça devrait être totalement aléatoire. Donc plus on tend vers les grands nombres, plus en fait on arrive à prédire exactement les résultats. C'est ce qui fait d'ailleurs que les casinos sont toujours gagnants. Qu'est-ce qu'on sait du hasard, et est-ce que c'est aussi considéré comme une forme d'illusion ? Le mot hasard, ça vient de hasard, qui veut dire la fleur, et c'est parce que sur un dé, avant, au niveau du 1, il y avait une petite fleur dans le pays arabe, et donc quand on jetait le dé, quelle probabilité il y avait de tomber sur la petite fleur, donc sur le hasard. Prenons donc ce dé. Imaginons qu'on connaisse précisément la vitesse à laquelle la main lance le dé, qu'on connaisse précisément la rugosité du sol sur lequel le dé est lancé, etc. Peut-on prédire quel sera le nombre ? La physique dit que oui. Prenons un autre objet qui va être la molécule qui se déplace dans mon cerveau, etc., etc. Est-ce que je peux prédire comment vont évoluer les choses ? La physique semblerait que oui. Est-ce que je peux prédire les conséquences de cette pomme qui est tombée d'un arbre, de ce moustique qui se déplace à tel endroit, etc. Si on prend chaque chose de façon... C'est réductible d'un point de vue scientifique à des mouvements et à des positions d'objets. Alors, maintenant, on en arrive à cette limite de la connaissance du réel dont on parlait tout à l'heure, qui est ce fameux principe d'indétermination en mécanique quantique. La question, c'est quelle est sa zone d'action ? Est-ce qu'il va intervenir à mes échelles, de sorte à faire que le monde dans lequel je vis est soumis à un hasard qui s'inscrit dans la nature même de la nature du onde corpuscule, de indéterminé des particules ou pas ? Et par quels moyens peut-elle se manifester de façon macroscopique, cette indétermination des particules élémentaires ? Et là, on est confronté à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était que ce n'est pas la conscience qui va donner la position de la particule, c'est l'embouteillage. Et dès lors que la particule est comme la Ferrari qui va rencontrer un grand nombre de voitures qui la bloquent, la particule qui fait partie des cellules de mon cerveau ou de la pomme, etc., elle est dans un monde qu'on appelle macroscopique, dans un monde d'embouteillage, où elle est contrainte, et donc ce phénomène de décohérence agit, et donc dans nos connaissances actuelles, elle n'a pas la possibilité d'imposer son indétermination de façon macroscopique. Donc il y a une décohérence, on perd cette possibilité-là. Cette question du hasard, elle est directement liée à la question du libre arbitre. Est-ce que je suis libre de vous dire ce que je dis à ce moment-là ? Qu'est-ce qui fait que tout à l'heure je vous ai dit ça, et puis je me dis mais pourquoi j'ai dit ça ? J'aurais dû dire ça, et qu'après avoir discuté avec vous, je me dirais mais c'était n'importe quoi, j'aurais dû dire pourquoi j'ai dit ça, comment cette pensée a émergé, etc. Alors il y a des études d'IRM fonctionnel qui montrent que au moment où je suis conscient de ma réponse, en fait, elle était déjà là, de façon inconsciente, et que finalement, elle-même est assez canalisée par tout un tas de processus qui sont physico-chimiques et qui sont liés à mon histoire, etc. Et que j'ai beau croire que je suis en train librement de vous raconter des histoires, et puis après, je peux me dire fièrement, tiens, c'était pas mal, j'ai dit ça, c'était intéressant, puis en fait, si je regardais ça par IRM fonctionnel, je me rendrais compte que je suis qu'une marionnette. Alors, à quel moment s'exerce mon libre arbitre qui fait qu'au moment où je vous parle du libre arbitre, je vais pouvoir vous dire quelque chose librement ? Je pense qu'on est loin d'avoir compris ce moment où le tout est plus que la somme des composantes. On revient à l'émergence, oui. À l'émergence. La pensée, si elle est un processus émergent qui fait que le tout est plus que la somme des composantes, alors elle n'est pas réductible à la position et à la vitesse des électrons, des protons et des neutrons dans mon cerveau. Dans ce cas, il vous serait impossible, si vous aviez accès à l'information de la position de toutes mes particules, de savoir ce que je pense vraiment au moment où je vous dis. Il y a eu des débats au Moyen-Âge, pendant longtemps, où on s'est dit, mais finalement, l'Église dit qu'il faut punir celui qui commet une mauvaise action. Mais dès lors qu'il n'est pas libre de ses actions parce qu'il est contraint, qu'il n'y a pas libre arbitre, qui allez-vous punir ? Et donc, il y avait un rabbin qui s'appelait Asdaï Crescas, par exemple, qui avait dit, en fait, nous ne sommes pas libres de nos actions, nous sommes contraints, un peu comme Nietzsche le disait, et il ajoute, mais il dit, nous sommes libres d'adhérer ou non à nos actes. Un peu comme Faust, où Dieu dit au diable, écoute, tu auras son âme, si il oublie le fait qu'il est sur le mauvais chemin. Mais tant qu'il te suit, mais qu'il sait qu'il n'adhère pas,
alors tu n'auras pas son âme. Reprenons l'exemple de l'eau avec les molécules d'eau, la tension de surface, etc. Vous avez une propriété émergente à la surface de l'eau qui n'était pas prédictible de la position et de la vitesse des molécules, ou enfin en tout cas de la nature d'une molécule seule, qui est cette tension de surface. Bon, arrive un insecte, il vient se poser sur l'eau, il pose ses petites pattes sur l'eau, de par la tension de surface qui est sur l'eau, il va modifier la position et la vitesse des molécules individuelles qui sont dedans, du fait d'une rétroaction de la tension de surface, qui est une propriété émergente. Est-ce que, au moment où je vous parle, que dans ce phénomène émergent qu'est ma pensée, et que je décide de choisir telle ou telle chose, imaginons que j'ai une forme de liberté, j'influe en contrepartie comme les pattes de l'insecte sur la tension de surface de l'eau, et je modifie un peu les mouvements de mes cellules, etc., pour agir sur le réel, et pour faire que ma main se lève, etc., etc., et qu'en réalité, de ces propriétés émergentes que sont mes pensées, aboutissent une capacité de transformation du monde libérée, en quelque sorte, des contraintes fortes, tout en respectant la croissance de l'entropie, puisque chacune de mes pensées produit de la lumière. Question d'abord qu'on pose souvent, j'imagine, des astrophysiciens, quel est le sens de cette quête de connaissance? Donc quand on est dans une situation d'urgence, ce qui relève du long terme et qui semble ne pas avoir d'implication directe, fait partie des choses qu'on va sacrifier le plus vite. L'étude de l'univers n'est pas une étude de la galaxie NGC 4438 et de sa voisine pour comprendre si elle formera un trou noir ou si elle formera des étoiles, etc. On se moque de NGC 4438. Lorsqu'on regarde NGC 4438, ce que l'on voit, c'est un épisode de notre histoire. L'univers est un livre d'histoire qui nous permet de retracer l'évolution de la matière depuis son état le plus primitif vers l'état actuel. C'est un laboratoire macroscopique qui nous permet de valider ou d'invalider nos théories, qui nous permet de voir ce qui est dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, où je me trouve et les auditeurs se trouvent, mais qu'on ne voit pas et dont on n'a aucun moyen de percevoir l'existence aujourd'hui, comme par exemple la possible existence de cette matière noire, et qui ne nous apparaîtrait pas si on n'allait pas regarder ça dans l'univers. Donc ça, c'est un premier point, c'est que ce que l'on regarde aux confins de l'univers, c'est profondément nous. C'est pas un autre monde dont on aurait la liberté de s'amuser à étudier comme on dirait le mouvement de fourmis, etc. La deuxième chose, c'est que si vous décidez d'aller nager dans une rivière, vous allez très vite vous rendre compte qu'il est plus difficile de nager à contre-courant que de nager dans le sens du courant. Mais avant de plonger dans la rivière, s'il n'y a pas de feuilles qui se déplacent dessus, si l'eau est bien lisse, il est possible que vous ne soyez pas capable de connaître le sens du courant à l'avance, et donc de savoir où vous allez. Aujourd'hui, le monde se transforme, soumis à ce qu'on appelle l'entropie, avec des changements d'énergie, etc. Et les questions auxquelles nous sommes confrontés, le réchauffement climatique, la chute de la biodiversité, etc., sont des questions à grande échelle qui concernent les petites échelles et qui sont des questions de savoir quel est le sens du courant et, si possible, d'éviter de nager à contre-courant. Or, ces questions-là sont exactement celles de la physique, de la science, depuis la nuit des temps. Donc sacrifier, je dirais, la compréhension de ce qui semble infiniment loin pour l'urgence du moment, c'est peut-être pas nécessairement la première chose à faire. La propension de l'univers, c'est de créer des structures de plus en plus organisées, parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace à répondre à sa tendance naturelle. Or, qu'est-ce que c'est que pour l'humanité, la civilisation humaine, si ce n'est une structure plus organisée que ce que nous serions en tant qu'individus seuls? Or, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un défi planétaire qui demande une réponse d'un biosystème organisé qui se situerait à l'échelle de l'humanité. On doit tendre vers une transformation majeure de notre société, qui suit des principes qui sont tout à fait analogues à ce qui se passe à l'échelle des fourmis, des atomes, des molécules. L'univers est un reflet de cette évolution. Ce que nous raconte l'histoire de l'univers, c'est notre histoire. On pouvait voir des indices de ce que nous vivons aujourd'hui dès le milieu du XXe siècle, à partir du moment où on commençait à voir que des composantes sombres de l'univers commençaient à envahir notre monde. Quelque part, c'est aussi le reflet de notre regard. Je sais que tous mes collègues diront pas la même chose, mais je pense que le défi auquel on est confronté aujourd'hui est profondément un défi qui s'inscrit dans l'histoire de l'univers et qui nous place face à notre responsabilité d'agir ensemble comme un biosystème à l'échelle globale, au moment où la première fois les Nations Unies prévoient une stabilisation de la population mondiale dans quelques décennies, c'est-à-dire que le biosystème humanité va être comme un animal vivant qui, lorsqu'il atteint une taille stable, devient adulte et responsable. Au moment où nous disposons d'un moyen de communication instantané à l'échelle planétaire, Internet, nous disposons des moyens d'agir. Il est fondamental de comprendre que la vie n'est pas une machine à créer du désordre. À chaque fois que l'ADN se duplique et donc crée de l'information, cela engendre une quantité d'entropie énorme sous la forme de grains de lumière. Il y a un article d'ailleurs d'un biophysicien du MIT qui s'appelle Jeremy England, justement, qui étudie la duplication de l'ADN et qui montre que ça produit de l'entropie sous la forme de lumière, tout en créant de l'information. Donc en fait, on ne crée pas du désordre. C'est pour ça que c'est fondamental d'étudier l'histoire de l'univers qui nous permet de voir des choses qu'on ne pourrait pas voir aujourd'hui. Le problème, c'est que nous avons créé un effet de serre.
C'est-à-dire qu'on a créé une barrière à la possibilité, à la lumière, qui est cette forme d'entropie, de se libérer. Donc la quantité d'entropie dans la surface terrestre augmente. Quelles sont les limitations à notre capacité d'évoluer? Il y a beaucoup de solutions technologiques pour répondre aux problèmes auxquels on est confronté. Très vite, on est confronté à des limitations politiques, à des limitations humaines, de civilisation, qui viennent du fait que des urgences s'imposent en amont. Or, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on tende vers ces solutions possibles? Ça serait qu'on ne voit pas cela comme une nécessité juste pour ralentir l'effondrement de la civilisation, mais qu'on voit ça comme un mieux. Du coup, je pourrais plus rouler en Ferrari, machin, etc. Donc c'est un peu moins bien. Oui, c'est vrai que je pourrais pas rouler en Ferrari, machin, etc. Pour celui dont l'objectif dans la vie, c'est de rouler en Ferrari, c'est vrai que ça sera... Mais par contre, en contrepartie, il aura moins besoin de rouler en Ferrari s'il se rend compte qu'il appartient à une communauté humaine dans laquelle ce besoin de rouler en Ferrari artificielle n'a plus lieu d'être. Est-ce que l'astrophysique rend mystique? Et je pense que beaucoup de gens qui s'interrogent sur l'histoire de l'univers sont un fond de mysticisme. Voilà, ils ont un fond de questionnement. Moi, je trouve que c'est sain, le mysticisme, c'est-à-dire si on considère ça comme une façon de s'interroger sur une problématique qui dépasse ce qui est réductible à ce qu'on est capable de nommer scientifiquement aujourd'hui, parce qu'on sait que la science avance très lentement. Donc je pense qu'il est fondamental pour un individu de se situer dans un monde beaucoup plus riche, avec des possibilités bien plus riches que tout ce qu'on sait. Si Newton n'avait pas été profondément mystique, s'il n'avait pas cru qu'il y avait un Dieu qui donnait sens à tout, comment aurait-il pu imaginer que la Terre agisse sur la Lune à distance alors qu'il n'y a rien entre les deux? Non mais il faut être complètement dingue pour imaginer un truc pareil. Fermez les yeux 2 minutes et dites-vous que la Lune tourne autour de la Terre, il n'y a rien entre les deux. Il n'y a pas de fil, il n'y a rien. Et elle est à 400 000 km. Il faut être dingue pour imaginer ça. La réalité de demain ne sera peut-être perceptible d'une manière scientifique qu'à ceux qui sont capables d'accepter des idées, des notions qui nous paraissent profondément mystiques aujourd'hui, et qui le seront peut-être moins demain. Mais si nous n'avons pas cette capacité d'ouverture d'esprit vers un tout possible, alors le nombre des possibles de demain sera largement réduit.